Salut, bienvenue pour un nouvel update lecture. J'ai l'impression que ça fait 50 ans que j'ai pas tourné d'update lecture. En fait, j'ai l'impression que mon rythme de lecture s'est ralenti ces dernières semaines. Mais en même temps, en gros, là, aujourd'hui, j'ai 10 livres que j'ai lus et dont je dois parler en vidéo. Mais comme je les présente 4 par 4 dans les updates, je vais tourner 2 updates lecture, quoi. Enfin bon, bref, on s'en fiche. Je sais pas trop le ratio abandon, livre aimé, à quoi il ressemble dans cette lecture-là. Je sais pas, on verra. Là, les deux que je vois, je les ai terminés, mais je sais qu'il y en a un que j'ai pas terminé. Et le dernier, je sais pas. Bref, on verra. C'est parti. Le premier, c'est Miroir, Miroir, donc le tome 1 de la saga des réécritures de contes écrits par Serena Valentino. En fait, j'ai reçu, je crois que c'est le tome 7, c'est le tome sur Cruella d'Enfer, ça doit être Cruelle Diablesse, un truc comme ça, donc de la saga. Je l'ai reçu dans le calendrier de l'Avent Once Upon a Book au mois de décembre. Et du coup, je peux pas lire le tome 7. Alors je sais, en soi, on peut les lire un peu dans n'importe quel ordre. Enfin, je pense, parce que c'est une réécriture de contes différent à chaque fois. Enfin, c'est un conte différent à chaque fois. Donc en soi, on pourrait les lire dans n'importe quel ordre, mais je ne peux pas. Je ne peux pas lire un tome 7 si j'ai pas lu les tomes d'avant. C'était comme ça. Donc je me suis dit, je vais acheter le tome 1. Donc j'ai acheté le tome 1. Et j'avais pas prévu de le lire tout de suite, mais ça me fait ça de temps en temps. C'est très rare, c'est assez rare, mais ça me fait ça de temps en temps quand je reçois des livres que j'ai commandés. Donc là, dans la commande, il y en avait 3 ou 4, je crois, je ne sais plus. Et il y a un livre en particulier, une fois que je l'ai dans les mains, je me dis, il faut que je le lise là, tout de suite, maintenant. Et c'est ce qui s'est passé avec celui-ci, je n'ai pas pu m'en empêcher. Du coup, je l'ai reçu et je l'ai commencé le jour même ou le lendemain, je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est comme ça. Bon, après, ça se lit très rapidement, ça fait combien de pages? 200 pages. Voilà, ça fait un tout petit peu plus de 200 pages. C'est écrit gros, les chapitres sont assez courts. Enfin, franchement, c'est fluide, c'est très bien écrit. Je sais pas si c'est dû à la traduction ou à l'écriture originale de l'autrice, mais vraiment, c'est très bien écrit, c'est très fluide, c'est très cool. Bref. Et donc, ici, c'est l'histoire de la méchante reine de Blanche-Neige. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. Cora. Non, je sais pas. Cora, c'est dans Once Upon a Time, donc rien à voir. Je sais pas comment elle s'appelle. Je sais plus comment elle s'appelle. Bref, en fait, on rencontre la future méchante reine. Quand on la rencontre, c'est une jeune fille de peut-être entre 17 et 20 ans, je dirais, quelque part par là, qui va rencontrer le roi, et donc le roi va tomber amoureux d'elle, il va la ramener au château, il va se marier, et donc elle va devenir reine, pas encore méchante, mais juste reine. Elle va rencontrer Blanche-Neige, qui au début de l'histoire a 4-5 ans, et franchement, elle va bien, quoi. Enfin, je veux dire, elle est pas méchante, elle est plutôt cool, elle est un peu... En fait, ce qui la rend méchante ensuite, en tout cas dans l'imagination de Serena Valentino, je suppose, parce que je pense pas qu'on ait d'informations sur le pourquoi du comment la méchante reine est méchante dans le conte original. En fait, c'est qu'elle a le sentiment qu'elle ne devrait pas être là. Enfin, vraiment, ce qui m'a choqué et ce qui m'a vraiment sauté aux yeux au début du livre, c'est son sentiment d'imposteur, quoi. Elle se sent vraiment pas à sa place, elle a l'impression que du jour au lendemain, le roi va réaliser que il aurait jamais dû l'épouser, qu'elle est pas belle, qu'elle est pas pour lui, que c'était une très mauvaise idée et qu'il va la jeter. Et donc vraiment, elle s'enferme dans son mal-être et dans ce syndrome de l'imposteur absolument horrible, mais en même temps, elle aime beaucoup Blanche-Neige, elle passe beaucoup de temps avec elle, elle va vraiment nouer une vraie relation avec Blanche-Neige, et ce qui va finir par la détruire, c'est quand elle va découvrir que le miroir qu'on lui a offert est un miroir magique. Et là, c'est la descente aux enfers, littéralement. Enfin, vraiment, elle pète un câble, c'est vraiment une catastrophe. C'est très bien écrit, vraiment, c'est très cool. C'est un petit peu sombre quand même, parce que la meuf pète un câble dans sa tête, hein, vraiment. Enfin, pour ceux qui connaissent, je pense que tout le monde connaît Blanche-Neige, mais en gros, l'histoire, c'est qu'elle veut tuer Blanche-Neige au bout d'un moment. Donc ça reste quand même assez trash, hein, pour les enfants, c'est pas non plus. Bon bref, voilà. Voilà, franchement j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment cool. Voilà, franchement j'ai pas grand chose de plus à dire, je vais lire la suite c'est sûr. C'est juste que je voudrais, si c'est possible, les trouver d'occasion. Si je les trouve pas d'occasion, je finirai par les acheter neufs, mais j'aimerais bien les trouver d'occasion. Le tome 2 c'est le tome sur la bête, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, c'est la méchante bête le tome 2, donc voilà, je vais avancer dans cette d'ailleurs. Ça se lit très rapidement, c'est très fluide, c'est très cool. Franchement je pensais pas aimer autant et j'adore. Le deuxième, c'est L'Empire des Loups de Jean-Christophe Granger, et c'est mon deuxième ou troisième échec, je ne sais plus, avec Jean-Christophe Granger. Je commence à en avoir marre, mais bon, bref. Ici, l'histoire avait l'air vachement intéressante, hein. Vraiment, j'ai abandonné ça pour un détail, mais un détail que j'en ai marre de voir dans les livres, et j'en ai marre de l'excuser dans les livres, j'en ai marre de faire avec parce que pas le choix, j'en ai marre. Donc j'ai décidé que maintenant je ne ferai plus avec. Si ça me dérange, et je lis pas.
c'est comme ça. Donc ici on y rencontre une femme qui marie un homme. Déjà leur relation de couple est pas hyper sainte, hein. Vraiment c'est pas très cool comme relation, mais bon bref. Et donc la première scène c'est dans un espèce de cabinet médical et en gros on teste son cerveau parce qu'elle a une défaillance bizarre au cerveau qui fait que elle arrive de moins en moins rapidement et de moins en moins tout court à reconnaître le visage de son mari. Donc au début notamment il lui passe plein de visages de stars et elle les reconnaît. Et au milieu de toutes ces images de stars, il lui met une photo de son mari, le médecin, et elle ne reconnaît pas son mari. Elle est incapable de dire qui est cet homme, elle ne sait pas. Donc c'est très bizarre, très compliqué. Évidemment, son mari veut la soigner et tout, mais elle, en même temps, elle se dit peut-être si j'ai ce truc-là, c'est peut-être un signe que bah, c'est pas très cool et tout. Et vraiment, ensuite, ils partent du cabinet et puis elle va travailler et tout et tout. Et vraiment, cette scène dans la voiture, tu sens qu'il y a un truc, il y a un couac. Pour moi, cette scène dans la voiture, pour ceux qui ont lu le livre, mais pour moi, cette scène dans la voiture et cet échange qu'ils ont dans la voiture, c'est une espèce de symptôme que leur relation n'est pas sainte. C'est pas une relation de couple normale. C'est pas. Il y a un truc qui va pas. Il y a un couac. Vraiment, ça me dérange en fait, vraiment. Mais ce qui m'a fait abandonner le livre, c'est une blague. Une simple blague qui fait une phrase, mais c'est une blague non seulement sexiste, en plus raciste, en plus mal construite, qui plus est pas drôle et qui n'apporte rien à l'histoire. Et j'en ai marre d'excuser les livres et les auteurs et les autrices parce que ça a été écrit il y a longtemps, parce qu'à l'époque c'était ok, parce qu'à l'époque ils se rendaient même pas compte de ce qu'il écrivait et c'est peut-être ça le pire. J'en ai marre d'excuser ce genre de phrases et ce genre de sexisme ordinaire parce que bah à l'époque c'était comme ça. Ben non en fait, non, ça marche pas comme ça. Ça me saoule. En plus là, je pourrais vous la dire, mais j'ai même pas envie de la dire. C'est pas drôle, vraiment. Et puis c'est... Enfin, quand tu réfléchis 2 secondes à la blague, c'est mal écrit. Enfin, la blague, et c'est mal construit. C'est juste faire ça pour appuyer là où ça fait mal au niveau du racisme et au niveau du sexisme. Tant qu'on y est, on va faire les deux d'un coup. Et enfin, c'est mal. Enfin, c'est pas drôle en fait. Vraiment, c'est pas drôle. Et après, il y a très très peu de blagues sexistes qui me font rire. On est d'accord là-dessus. Mais au moins, prends la peine de construire une blague qui tienne. Parce que là, ça tient pas en fait. Enfin, c'est juste. C'est ridicule. Vraiment, c'est ridicule. Donc, c'est une blague sur le ski pour ceux qui ont lu le livre. Je sais pas si ça vous parlera, mais bon, bref. Et en fait, j'en ai marre. J'en ai tout simplement ras le cul. Vraiment, j'en ai marre. Et l'excuse de bah oui, mais ça a été écrit il y a longtemps, à une époque où on se rendait pas compte, à une époque où blablabla, blablabla. Alors, oui, ok, très bien. Mais les livres, ils sont réédités, non? Les éditeurs, ils prennent la peine de relire leurs livres et leurs textes de temps en temps. Ils pourraient actualiser leurs textes de temps en temps. Parce que tu prends une autre blague, n'importe quelle autre blague extrêmement beauf, le but en fait de ce passage-là, c'est de montrer que le personnage en question qui fait cette blague est un beauf, un abruti, vraiment fini. Tu peux faire une blague ni sexiste ni raciste qui montre que le gars est complètement abruti. C'est possible. Vraiment, c'est possible. Il y a des blagues à chier qui sont ni sexistes ni racistes. C'est totalement possible. Donc l'éditeur peut prendre la peine de reprendre son texte. Je pense que les éditeurs globalement devraient le faire. Les plus grands textes des années 80, on devrait prendre la peine de les relire intégralement et d'essayer de gommer tout le sexisme ordinaire qu'il y a dedans en fait. Et l'excuse de bah oui mais on peut plus rien dire et blablabla. D'accord, ok, on peut continuer le sexisme, mais alors je demande juste qu'on inverse. C'est-à-dire qu'on va mettre du sexisme ordinaire anti-homme. Voilà. Et là, on va dire, ah ben non, on peut pas faire ça, je te rends pas compte. Alors, le sexisme pour les hommes, on n'a pas le droit parce que. Non, ben non, pas possible, c'est pas admis. Mais le sexisme pour les femmes, on a le droit de les faire et si on le fait pas, oh ben on peut plus rien dire. Ça me rend ouf. Vraiment, je suis désolée, ça me rend ouf. Donc j'en ai marre. J'en ai marre d'excuser les auteurs, j'en ai marre d'excuser les autrices. Et pire que tout, j'en ai marre d'excuser les éditeurs qui ne prennent pas la peine de gommer tout ce genre de trucs. Vraiment, ça me rend ouf. Le sexisme ordinaire, c'est le pire qui puisse exister. C'est le sexisme que tu fais et tu te rends même pas compte de ce que tu dis, tu te rends même pas compte que c'est sexiste. Et quand on te le fait remarquer, ta réponse c'est ah ben on peut plus rien dire. Ça m'épuise. Vraiment, ça m'épuise. Donc, j'en ai marre. Ensuite, j'ai lu La bataille du labyrinthe, donc le tome 4 de Percy Jackson, écrit par Rick Riordan, et on approche doucement de la fin. Ce qui me console un peu, c'est qu'il a aussi écrit une autre saga qui s'appelle Les Héros de l'Olympe, si je dis pas de bêtises. Donc, même si je finis, enfin, même quand j'aurai fini Percy Jackson, j'aurai encore une autre saga. Je sais pas quel personnage il y aura dans Les Héros de l'Olympe, j'ai pas pris la peine de me renseigner parce que je me suis dit que si je lisais ne serait-ce que le début du résumé du tome 1 des Héros de l'Olympe, ça pouvait potentiellement me spoiler Percy Jackson et j'avais pas envie. Donc voilà, je sais pas quel personnage on suivra dans cette saga, mais je la lirai, c'est sûr. Bref, pour en revenir à ce tome-ci, donc ici, on retrouve Percy Jackson et Annabeth qui retournent
tous les deux au camp d'été. C'est un camp qui rassemble les fils et filles de un dieu et un humain ou une humaine comme parents, vous voyez. Et donc, voilà, ils vont au camp d'été. Là, clairement, la bataille finale se met en place, les trucs avancent. Ils essayent de comprendre dans un premier temps le plan de leur ennemi pour essayer de voir ce qu'ils peuvent mettre en place pour le contrer. Mais ils ont un peu de mal à... De un, ils ont un peu de mal à comprendre ce qu'ils voudraient faire en face. Et de deux, bah, une fois qu'ils croient avoir compris, c'est pas très facile d'essayer de déjouer ce truc-là. Et donc pour en revenir à ce tome-ci, la bataille du labyrinthe. Le labyrinthe, c'est le labyrinthe créé et imaginé par Dédale, qui s'est lui-même laissé dépasser par son œuvre. Et donc le labyrinthe est devenu absolument gigantesque. Et il y a aussi le dieu Pan qui est là, qui est plus ou moins là depuis le tome 2, je dirais, avec Grover qui est un autre personnage, un autre personnage important dans l'histoire et ami de Percy Jackson. Voilà, on a Dédale, on a Pan, on a toujours Chronos, Zeus, d'autres dieux et d'autres déesses, Athéna, tout ça. Vraiment, j'adore la mythologie. J'y crois pas, donc pour moi c'est du pur fictif, mais j'adore. Voilà, j'aime beaucoup ça. Je trouve ça vraiment génial. J'adore cette saga. Il me reste qu'un tome, si je dis pas de bêtises, hein. C'est en 5 tomes, donc il me reste que le 5e tome. Je sais même plus si je l'ai mis dans les sagas à terminer en 2021. Que ce soit le cas ou pas, je pense que je lirai le tome 5 d'ici la fin de l'année, donc je pense que j'ai dû la mettre. Enfin bref, je sais plus ce que j'ai fait. Bref, j'adore cette saga. C'est pas la saga jeunesse ou young adulte la mieux, la plus génialissime, mais de 1, il y a pire. De 2, les personnages sont vraiment très cool. Et de 3, j'adore la mythologie, donc je vous conseille cette saga si vous la connaissez pas. Vraiment. Et je pense que pour commencer le fantasy fantastique, ça peut être pas mal. Parce que c'est pas trop. Il y a beaucoup de dieux, oui, mais c'est pas trop compliqué, c'est bien écrit en fait, tout simplement. Enfin, voilà. Bref, j'arrête là parce que je pourrais divaguer sur ce tome-là pendant 40 ans et on n'a pas 40 ans devant nous. En tout cas, moi j'ai pas 40 ans, je sais pas vous. Bref, j'écoute Nothing Like You de Dan and Shay pour cette saga. Et je ne savais plus, mais on termine avec un abandon. Mais pas un abandon en mode énervement comme c'était le cas pour Jean-Christophe Granger. Un abandon en mode je pourrais le terminer, mais j'ai la flemme. Parce que je veux lire des trucs qui me plaisent plus que ça. Donc c'est le Pacte d'Emma, le tome 1 de Neil Gorman. En fait, je vais lister tout ce qui me dérange un peu dans ce livre-là. Mais malgré tout ça, j'aurais pu aller au bout. C'est juste que j'avais pas envie d'aller au bout en fait. Voilà, j'avais pas envie de prendre du temps pour lire un livre qui me convainc à moitié quand je peux lire des livres qui me convainquent à 100%. Vous voyez, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Bref, j'ai été jusqu'à la page 94, donc j'ai lu 10 chapitres. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc on y suit Emma qui a une maladie dégénérative assez bizarre et qui a décidé de déménager à New York pour vivre pleinement sa vie les derniers mois, années de sa vie qui lui reste. Elle a déménagé avec son frère, sauf que elle n'a pas vraiment une vie, elle profite pas vraiment de la vie. Elle cherche un petit job, elle travaille dans je crois qu'elle a un petit job, je sais plus ce que c'est, mais elle cherche un autre truc qui va vraiment lui plaire et qui l'intéresse plus, mais en même temps elle cherche pas vraiment. Elle passe un petit peu de temps dans une librairie parce que elle aime bien lire et que voilà, mais voilà, elle a une vie normale alors qu'elle sait que... Enfin, en gros, elle sait que sa vie est très limitée. C'est-à-dire que moi, je sais que ma vie est limitée, je ne vais pas vivre jusqu'à 1000 ans, tu vois. Mais elle, sa vie est très limitée. Et au-delà de ça, au-delà des années qu'elle va encore vivre, elle aura très peu d'années par rapport à moi, ou à vous par exemple, où elle va être consciente de ce qu'elle fait. Parce que comme elle a une maladie dégénérative, au bout d'un moment, elle va en gros perdre la tête. Du coup, voilà, elle sait qu'elle est un peu condamnée à perdre la tête puis à mourir assez rapidement, mais elle vit quand même sa vie normalement, alors on se voit ok, enfin bon, bref. Et elle va aller à un entretien pour une grosse entreprise qui l'intéresse beaucoup, et petit à petit, il y a des éléments fantastiques qui vont débarquer dedans. Alors je le savais, hein, parce que c'est Neil Gorman, donc la youtubeuse qui l'a écrit, et je savais qu'il y allait avoir ça à un moment donné. Mais même en le sachant, ça me dérange que ce soit fait comme ça. En fait, le début du livre est construit et présenté comme un contemporain. On est à New York avec une jeune fille qui est malade, qui va chez le médecin, qui cherche un travail, et son frère et machin et truc. Et d'un coup, en un claquement de doigts, il y a un vampire qui débarque, tu sais pas pourquoi. Et ça me fatigue. Vraiment, ça me fatigue.
Enfin, je sais pas, si tu veux mettre du fantastique, construis ton livre comme un fantastique et pas comme un contemporain. En tout cas, moi, ça me dérange quand c'est fait comme ça. Donc voilà. Et aussi, la deuxième chose qui m'a dérangée, et je pensais pas que ça s'appellerait comme ça, mais bon, c'est comme ça, c'est que on joue sur le fait que, comme elle a une maladie dégénérative et que potentiellement elle va perdre la tête, peut-être que ce qu'elle voit avec le vampire et machin et tout, c'est pas réel. Et moi, ça me fatigue. C'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal parce que si ce qui se passe, je sais pas si c'est réel ou pas, si je sais pas si ce que je lis, ça se passe vraiment dans la réalité de l'histoire ou pas, quel est l'intérêt de le lire? Vraiment, ça me saoule, c'est un truc qui me fatigue au plus haut point. Ça me fatigue, vraiment, ça me fatigue. Et alors, en plus, la relation qui se met en place entre, donc, comment elle s'appelle, j'ai dit ou pas? Emma. Oui, j'ai marqué sur le titre, oh là là. Entre Emma et Andrew, c'est pas la relation la plus saine du monde non plus, hein. On n'est pas sur un truc très cool. Et le personnage masculin, il m'intéresse pas en fait. Enfin, vraiment, il est creux. Moi, je le trouve extrêmement creux. C'est dommage parce qu'a priori, c'est un vampire qui a des dizaines et des dizaines, peut-être même des centaines d'années. Donc, il est pas censé être aussi creux que ça. Enfin, je veux dire, c'est quand même bizarre, tu vois. Mais je le trouve très creux. J'ai l'impression d'être face à un gamin de 12 ans qui cherche un peu, vous voyez, qui va mûrir après, qui va construire sa vie, qui va apprendre des choses et tout, qui va faire des expériences. Donc voilà, donc on est avec un vampire qui doit avoir au moins 60, 70, 80 ans et qui est extrêmement creux comme un gamin de 12 ans. Enfin, je sais pas, moi, ce personnage masculin, je n'ai pas accroché du tout. Malgré tout ça, comme je l'ai dit, ça se lit bien, hein, c'est fluide, c'est cool. J'aurais pas été aussi loin sinon, déjà. Enfin, je sais que 94 pages, c'est pas énorme non plus, mais j'aurais pas été aussi loin si ça n'avait pas été aussi fluide, hein. C'est-à-dire que si tous ces éléments-là, tout ce que j'ai cité là, s'ajoute à ça se lit pas bien et que c'est pas fluide et je trouve pas ça extrêmement bien écrit, bon, je dis pas que c'est une plume généricine non plus, hein. Enfin, bref, c'est bien écrit quoi. Vous avez compris? C'est tout ça, plus je galère à lire et en plus je trouve pas que c'est fluide, bah au bout de 50 pages j'arrête. Là j'ai quand même été à quasiment 100 pages et j'aurais pu continuer. Malgré tout ça, j'aurais pu continuer, mais c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui me plaît, c'est pas ce que je veux lire. À ce moment-là, je voulais commencer le livre d'après que je vous présenterai dans le prochain update lecture du coup. Et du coup, je me suis dit, je préfère lire celui-là que ça. Donc du coup, j'ai arrêté. Voilà. C'est pas la fin du monde, mais bon, voilà. Je sais qu'elle a écrit autre chose. Ashes Falling for the Sky, je crois que c'est ça le titre. J'essaierai. On verra bien ce que ça donne. J'aime bien, c'est bien écrit, c'est fluide, ça se lit bien. Euh, Tu sens qu'elle n'a pas été éditée juste parce que c'est une youtubeuse et que la maison d'édition savait que ça ferait des ventes. Vraiment, le texte en lui-même est bien construit. Tu sens qu'elle a réfléchi à son truc, que c'est bien construit, que c'est bien écrit, que vraiment il y a une imagination derrière. C'est pas juste écrit comme ça pour faire joli, entre guillemets. Vraiment, c'est bien construit, c'est bien écrit, c'est bien pensé. Mais juste, ce qui est mis en place, à moi, ça me convient pas. Bref. Et j'ai écouté Man on the Moon de Gavin James. Je trouvais le titre avec la lune et tout par rapport à Nina assez cool. Enfin bon, bref, c'est mon délire, faut pas chercher. Du coup, j'ai présenté les 4 livres et la lecture est terminée. Je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.